Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FEM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de coopération internationale, d'innovation, de bioressources, de la Caraïbe, d'agroalimentaire probablement. Vous êtes sur Zitata, restez là. FEM. On n'est pas à l'image pendant le jiggle, donc on se trémousse comme d'habitude. Et mes invités, donc les invités du jour, se trémoussent un petit peu aussi. Elles sont deux, comme d'habitude. Il y a Katia et Adi Rochefort à ma droite et il y a Marie-Noël Bruno à ma gauche. Comment ça va? Ça va bien et toi? Vous allez bien? Oui, en pleine forme. forme. Bien? Bonjour Barbara. Vous avez la pêche? Très bien, oui. C'est vrai, vous êtes arrivée ici survoltée parce que il y a plein de choses à faire ces jours-ci, c'est ça? C'est vraiment ça. Ah bon, donc on va se présenter, mesdames. On commence par Marino. Très bien. Marino, ça marche aussi. Non, mais oui, c'est pour ça. Mais tout va bien, ça fonctionne aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Marie-Noël Bruno, donc je suis chargée de projets internationaux au Bureau des relations internationales de l'Université des Antilles, l'UA. Donc, ici en Martinique. Donc, le thème de la coopération que j'ai annoncé tout à l'heure. Exactement. Et toi aussi d'ailleurs, on va parler un petit peu de coopération. Tout à fait, donc coopération dans la Caraïbe avec pas mal de partenaires et puis aussi dans le monde entier de manière générale. D'accord, pas seulement Caraïbe. Pas seulement Caraïbe. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, Katia? Katia et Adi Rochefort. Voilà, j'assure la direction générale du PARM, le pôle agro-ressources et de recherche depuis près de 20 ans maintenant. D'accord. Donc ça, c'est pour, disons, la partie administrative. On a l'impression que vous m'avez donné votre CNI, là, bien votre passeport, ok, super, machin. Il manquait la date de naissance, mais c'est pas grave. Mais on va rentrer dans le détail, mesdames, parce qu'on va parler de ce que vous faites, mais je veux qu'on parle d'abord de ce que vous êtes. D'accord. Donc chimiste, ingénieur, oui. bac plus quelques années. Oui, j'ai poursuivi des études, ça fait déjà très longtemps. Et oui. Voilà, tu t'es éclatée dans quoi? Raconte-nous dans quoi tu t'es éclatée, pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ah là là, alors là, j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'ai ressenti beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était transformation des choses, de la matière, on va dire. Mm-hmm. Et je me suis orientée après, tu as fait un bac après le lycée, voilà. Maths. J'avais absolument envie d'intégrer effectivement un métier où on transforme des choses, l'agroalimentaire ou autre chose. Je n'avais pas encore d'idée bien formatée là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu intégrer une école de chimie après 2 ans de prépa concours au sein de l'Université de Bordeaux. Et donc, effectivement, j'ai obtenu ce diplôme. Et à la suite, je me suis spécialisée avec un diplôme d'études approfondies, on appelait ça à l'époque, c'est un DEA, voilà, autour de la valorisation justement des agro-ressources. Traitement des matières premières végétales, spécialisation, valorisation des agro-ressources en 87. C'est ça, c'est vieux, hein, voilà. Mais non. Donc, c'est très vieux. Oui. Voilà, mais c'est un indicateur effectivement de ce qui m'intéressait, oui. En tout cas, pour envisager ma vie professionnelle, ma vie tout simplement, voilà, parce qu'elle avait été effectivement, je dirais, il y avait une petite lumière en moi qui me disait, bon, ces choses-là, ça t'intéresse, je le voyais quand on. Mais pourquoi donc? Est-ce que tu as eu des exemples? Est-ce que tu as eu des exemples? Est-ce que tes parents t'ont donné ce goût-là ou des gens dans ton entourage? Pour la transformation? Pour la transformation, je ne dirais pas qu'on m'a donné ce goût, mais j'avais une mère qui était très intéressée effectivement par ce domaine, qui était très intéressée dans la bonne bouffe, par tout ce qui était bonne bouffe, diététique et tout. qui parlait déjà beaucoup de ça à la maison et qui nécessairement m'a effectivement interpellée là-dessus. Et puis un jour, avec elle justement, et avec une classe de ses élèves, j'ai visité l'atelier de Madame Nogar, oui. À Sainte-Marie. Oui. Et c'est vrai que cette visite à Sainte-Marie, j'étais très jeune. Mm-hmm. Très jeune. La fabrication est là. Voilà, oui, tout à fait. Et ça, c'est une visite qui est pour moi une première, parce que c'est la première fois que je regardais. Mm-hmm. Je visitais un atelier de transformation où je voyais comment on fabrique effectivement des produits, des bananes séchées, de la confiture. Et pour moi, à l'époque, c'était tout nouveau et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, d'autant que dans l'atelier, il y avait de bonnes odeurs et que j'aime bien manger, que j'aime bien les choses qui sont agréables. Et qu'en plus, j'ai vu là, vraiment, quand je parle de transformation des choses, j'ai vu là comment on faisait une banane séchée, une farine. Elle faisait déjà de la farine de fouille à pain, des choses qu'on ne voyait pas beaucoup. Oui. Voilà, et ça m'est toujours resté dans une petite case, en me disant, il y a des choses à faire avec nos produits, et puis j'ai envie de les faire. Mais bon, et je pense que c'est ce qui est venu me chercher quand il a été question de se dire qu'est-ce qu'on va faire professionnellement parlant. Oui.
Et donc, Tout le j'ai monde, essayé oui. de trouver... Excuse-moi de t'interrompre 2 secondes, Katia, et la question que je vous ai posée à toutes les deux aussi avec Marie-Noël. Il y a toujours un déclic finalement. Tout à Parce fait. qu'on a l'impression, tu sais, j'essaie d'élargir la Mhm. discussion là. On parle des jeunes, par exemple. Beaucoup des jeunes, voilà, certains sont effectivement laissés sur le bord du chemin, etc. Mais c'est vrai que dans les parcours, parce que tout le monde va à l'école en France, ok, on va à l'école. Et puis Ouais. des fois, il y a des rencontres, il y a des choses qui font qu'il y a une étincelle qui se crée dans ce cadre-là. Alors, ton cadre familial, c'est un cadre qui a effectivement favorisé les études. J'imagine que ton père et ta mère t'ont poussé, tes frères ont fait des études aussi. Mais il y a toujours ce moment, quelque chose. Toi, c'est les odeurs, c'est Madame Noga, n'est-ce pas? Et en fait, c'est ça aussi qu'il faudrait pouvoir provoquer en toutes circonstances dans le parcours des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense que ce déclic, il intervient un peu de manière spontanée. Donc, tant mieux pour ceux et celles pour qui le déclic est intervenu assez tôt. Oui. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens à 40, 50 Ouais. ans qui ont ce déclic déclic, par la ouais. suite. Donc, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, mon déclic sur la coopération de la Caraïbe, ça a été un voyage que j'ai fait quand j'avais 16 ans à Barbade. Je suis partie faire un voyage linguistique de 2 semaines voilà, pendant les grandes vacances. J'étais déjà allée dans la Caraïbe avec mes parents, mais c'était mon premier voyage seul. J'étais hébergée dans une famille d'accueil, mais voilà, c'était mon premier voyage seul, j'étais en autonomie. Et ça, pour le coup, ça a été un déclic. J'allais à l'école le matin, j'allais en ville l'après-midi. Voilà, C'était en j'étais Jamaïque? à Barbade, À Barbade, à ce moment-là. pardon. À Barbade, j'ai fait des concerts de soca, enfin voilà, la grande découverte. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a cette île, il y a cet environnement qui est si proche de nous et au final qu'on ne connaît pas. Et je trouve que même nous, à notre niveau, on a tendance à répliquer un peu ces clichés, ces stéréotypes ou ces images. Voilà, on va parler de Barbade, on va parler des plages, machin, nanana. Et on va pas Des anémones de forcément, mer. voilà, C'est exactement. Et on va pas regarder forcément la vie de la population. Et donc moi, c'est ce qui m'a interpellée. Et puis pendant ce voyage, j'ai rencontré une amie avec qui on est toujours amis, donc Nadège, qui elle avait quelques années de plus que moi, et m'a dit je veux travailler au CARICOM. Je dis, mais qu'est-ce que c'est le CARICOM? Qu'est-ce que c'est? Et là, je commence à regarder ces questions de coopération régionale. Je me suis dit, mais c'est génial. Donc voilà. Et donc toi, tu as fait un parcours effectivement dans la Caraïbe. Exactement. Tu as vécu en Jamaïque. Tu peux nous dire ce que tu as vécu? Donc, tu as été directrice de l'Alliance française de la Jamaïque. Tout à fait. Un parcours extraordinaire dans la coopération, chargée de projet enseignement supérieur et communication sur le projet Élan. Bon, là, on est en Martinique. Oui. Tu as travaillé donc en Jamaïque, Kingston, on l'a dit. Où est-ce que tu as À travaillé? l'Alliance française de Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie. Oui, et puis quelques mois à Trinidad également. Et donc, il t'est apparu tôt, à partir de cette expérience à Barbade, que tu te projetterais dans cet univers de coopération, et si possible ouais. dans la Caraïbe. Oui, assez tôt, j'ai eu ce constat. Et puis justement, avec ce lien avec la Barbade, je me suis rendu compte qu'il y a toutes ces îles anglophones qui se connaissent très bien entre elles. Voilà, je prends l'exemple du concert de soca parce que jusqu'à présent, moi, ça me traumatise. J'aime beaucoup la soca, vous l'aurez compris. Concert de soca, le DJ va appeler toutes les îles possibles et imaginables. Faites du bruit Barbade, faites du bruit Sainte-Lucie, faites du bruit Jamaïque, ou la Martinique, ou la Guadeloupe. Nous sommes inexistants. Oui, parce qu'il a fait du bruit, il parlait anglais, il a fait du bruit pour les gens qui voilà, exactement, mais même il ne connaît pas, simplement. Même s'il aurait pu dire, faites du bruit Porto Rico, à la limite. Et c'est vraiment ce constat-là où je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Pourquoi est-ce qu'on est si proche et on ne se connaît pas? Et tu as œuvré dans les différents postes que tu as occupés? Et du coup, voilà, c'était ça aussi le but. Donc moi, mon parcours universitaire, donc j'ai commencé par faire une prépa littéraire au lycée de Bellevue, donc ici. Et justement, c'est arrivé en prépa littéraire que j'ai entendu parler de ce parcours triple diplômant, donc de Sciences Po Bordeaux, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, l'Université des Antilles et l'Université des West Indies, UWI, en Jamaïque. Et donc, il permet d'avoir à la suite de ce parcours en 5 ans, 3 diplômes, donc 3 masters, un de chaque établissement, et qui permet justement d'avoir cet aspect coopération qui m'intéressait tant. Donc, quand j'en ai entendu parler, j'ai dit, banco, mettez mon nom, je vais sous les concours, voilà. Et vraiment, ce parcours aussi m'a donné la possibilité donc, de vivre en Jamaïque, donc dans un cadre un peu encadré, justement, sécurisé. Surtout la Jamaïque, ça fait peur. Donc, j'ai dit à ma maman, papa, je pars en Jamaïque. Il y a déjà eu des états d'urgence à Montego Bay. Oui, voilà. Mais ça fait peur. Donc, voilà. Quand j'ai dit à maman, papa, je vais en Jamaïque, mon Dieu, voilà. Quel âge tu avais, d'ailleurs? Mais je suis partie. Alors, la Jamaïque, ça arrive à la fin du parcours. Donc, je devais avoir 22, 23 ans à ce moment-là. Et j'ai commencé le parcours à 20 ans. D'accord. Donc, ils étaient prêts, ils ont eu 3 ans pour se préparer psychologiquement et au final, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous diriez que vous êtes privilégié? Parce qu'on peut entendre, tu vois, j'ai en tête
certaines objections. Oui, mais bon, tu nous fais venir sur le plateau des gens qui ont des parcours de privilégiés, peut-être qui sont de la petite bourgeoisie martiniquaise. Je vous provoque, hein, mesdames. Oui. Je vous provoque. Ne vous osez pas rester. Non, pas de problème. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Parce que moi, je crois à l'école de la République. Hein. Oui. L'école de la République, il y a des gens qui partent de milieux effectivement défavorisés et qui font des parcours extraordinaires. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces objections, à ces gens qui diraient oui, mais vous êtes privilégiés, comme ça et machin? Alors, j'ai 2 mots, ou 3, 4. Je vais à Sainte-Thérèse. Très bien, ils font. Voilà. Par habiter à Sainte-Thérèse. Voilà. Donc, non, je ne me considère pas comme privilégiée. Oui. J'ai fait l'école, j'ai fait tout mon parcours scolaire ici. J'étais aussi de Bellevue. J'ai fait à l'école de Sainte-Thérèse. J'étais aussi à l'école de Bellevue. Donc, voilà, je n'ai pas passé par des écoles privées. Je ne suis pas partie à Paris. On ne sait pas. Voilà, j'ai fait ma prépa ici. Enfin, voilà, je ne suis pas sûre. Alors, certes. Donc, là, tu réponds pour toi, mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens, pour dire aux jeunes, bon, c'est ça, possible, on peut, exactement, possible. Tout à fait, c'est possible, et en fait, nos écoles sont très bonnes, elles sont accessibles, elles sont gratuites, on a la chance d'avoir des écoles gratuites, ça aussi, je l'ai découvert en Jamaïque. Quand il faut payer l'école depuis la maternelle pour ses enfants, là, pour le coup, il y a vraiment une barrière, une division sociale très claire. Nous, on a la chance d'avoir ces écoles gratuites. C'est possible, elles sont ouvertes à tout le monde et c'est vraiment pouvoir saisir les opportunités et trouver ce qui nous plaît. Un enseignement de qualité. Oui. Exactement. Tout à fait. Je crois que ce qui est important, en tout cas moi, ce que je peux apporter là-dessus, c'est de dire il faut vraiment arriver à se créer son envie pour soi qui permette de se projeter dans l'avenir. Quel que soit l'environnement effectivement familial ou socio-économique dans lequel on évolue, c'est de la théorie. Mais c'est vrai que, en soi, je crois que pour chacun des jeunes, il faut vraiment qu'il ancre, qu'il va travailler pour lui et qu'il faut que ça soit avec plaisir, avec envie, que ça corresponde à quelque chose chez lui qui ait du sens. Voilà ce que je cherchais comme mot. Mais je retiens quand même de ce que tu disais, Katia, excuse-moi, et de ce que disait Marie-Noëlle, c'est qu'il y a eu des rencontres quand même. Et c'est effectivement l'école publique ou l'école peut organiser ça. On est reconnaissant. Favoriser ça. Et reconnaissant à nos éducateurs qui provoquent ces rencontres-là. Et c'est très important dans les parcours des jeunes. C'est très important. C'est très important dans les parcours des jeunes. Pour se découvrir, pour se détecter, comme on dit, son potentiel. Et je crois que, aujourd'hui, avec tous les dispositifs qui existent, c'est possible. Oui, je crois que c'est possible. Alors, rien n'est simple, mais je crois que c'est possible. C'est certainement plus facile qu'à l'époque. J'aime beaucoup ça, c'est positif, c'est positif. Jingle, focus. Ça jacasse, ça part. Voilà, dans Focus, je voulais vous montrer ça. Monsieur. On regarde la vidéo. Je vais me fâcher. Another banger, baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, oh. Baby, gon' give me your lo. You got me like whoa. Voilà, donc on se trémousse sur les jingles, mais on se trémousse sur cette vidéo. Est-ce que vous avez vu cette vidéo-là sur le réseau? Je l'ai vue hier soir. Oui. Aux infos. Aux infos. Tu as vu la vidéo? Non, je n'avais pas vu passer ça. Alors, cette vidéo est... Oui, elle m'a interpellée. Cette vidéo, alors la musique qu'on entend, c'est une musique que tous les jeunes écoutent. Ah, oui. C'est Calm Down de Rema, c'est super. Nous, on dansait sur le plateau. Et en fait, la vidéo a été, pour ceux qui n'auraient pas vu le journal hier soir, cette vidéo a été tournée en Iran. Ouais. Ce sont des jeunes Iraniennes qui sont devant ces blocs-là. Ça aurait pu être tourné n'importe où d'ailleurs. L'image ne dit pas. Enfin, il me semble qu'il y a une inscription derrière, mais je ne sais pas lire cette langue. Donc, mais le t-shirt et tout, ça aurait pu être dans n'importe quel pays. Alors, il y a un petit peu européen, mais ça pourrait être peut-être des Libanaises ou ça pourrait, ou même au Maroc ou même en France. En plus, donc c'est tourné en Iran. Ce sont des jeunes femmes qui dansent et qui dansent sur une musique internationale qui se diffuse grâce à tous les réseaux, etc. Et alors ces jeunes filles sont dans une espèce d'élan contestataire parce qu'il y a une injonction depuis des mois et des mois et des mois de mettre le voile. Et d'ailleurs, certaines ont été tuées, certaines ont été molestées depuis septembre. Il y a eu cette révolution en marche là, depuis l'assassinat
de Masha Amini, donc cette jeune femme de 22 ans, il me semble, qui a été tuée. Et finalement, la contestation passe par là. Mais alors, depuis, elles ont dû s'excuser, ces jeunes femmes. Elles ont dû faire amende honorable et s'excuser. Et alors, ce qui est intéressant à travers cette image, et au-delà, ce sont des commentaires. Là, sur Twitter, on a lu des commentaires. Il y a des gens, donc en France, qui disent OK, ouais, si c'est pour, alors elles sont, donc ces femmes assument leur liberté. Elles bougent leur popotin, comme on dit. Et certains tweets sur Twitter récusent l'idée de la liberté comme droit en disant, finalement, ces femmes se remuent comme en Occident, en disant que l'Occident est décadent parce que les femmes se remuent. En fait, on arrive à une espèce de chose. Alors, ces femmes expriment leur liberté en dansant, mais les gens qui sont de l'autre côté disent, au fait, elles dansent quoi? Elles dansent comme les Occidentaux. Et finalement, est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est ça le progrès de pouvoir bouger ses fesses? C'est incroyable, ça. Il y a une espèce d'impossibilité, de s'assumer. Qu'est-ce que tu en penses, Katia? J'ai vu rapidement hier soir aux infos. Et c'est vrai que quand j'ai regardé ça, j'ai ressenti un peu de soulagement, un peu comme elle, un peu de défiance vis-à-vis de ce plafond qui est mis sur cette condition féminine en Iran, ce non-respect, je dirais, de cette dictature. Et je me suis dit que de toute façon, avec effectivement ce son, comme on dit, et puis cette danse qu'elle nous présente, ça touchera le monde, ça touchera tout le monde, parce que tout le monde aime ce son. Oui, c'est Rema, en fait, c'est Rema et ça permet d'avoir un fil rouge sur cette problématique. Alors, ces problématiques, donc, ce sont ces femmes qui se rebellent contre l'imposition, l'injonction qu'il leur est faite de porter le voile, et puis qui se révoltent depuis septembre de l'année dernière, donc après le décès, on va dire l'agression, l'assassinat de Masha Amini, qui est une jeune femme qui ne portait pas bien le voile et qui a été arrêtée de façon brutale par la police des mœurs. Et depuis, donc, il y a plusieurs manifestations. Alors, ce qui est intéressant quand même ces jeunes femmes, ces 5 jeunes femmes, qui auraient pu être des jeunes femmes de n'importe quel pays, effectivement, elles ont dû quand même, entre-temps, s'excuser. Et alors, ce qui est aussi quand même assez particulier, ce sont les commentaires, en fait, d'occidentaux, parce que je suis allée un petit peu sur Twitter, qui parfois vraiment étonnent. D'ailleurs, on trouve, alors pas tous, il y a des gens qui saluent leur courage, cet esprit de défiance, finalement, cette ode à la jeunesse, en fait, en réalité. Mais il y a des gens qui disent, mais finalement, si c'est ça la liberté en Iran, de pouvoir remuer les fesses comme en Occident, décadent, entre guillemets, c'est pas tellement un progrès. C'est vrai que c'est quand même un petit peu... J'ai l'impression que, en fait, finalement, les femmes, on est dans cette situation-là, prises entre plusieurs feux. Il n'y a pas de liberté, c'est compliqué. Exactement. Et puis, moi, ce qui me gêne un peu dans ces arguments, c'est qu'on avance toujours l'argument de l'Occident décadent. C'est toujours pour sanctionner des choses qu'on n'aime pas. Quand c'est pour... Il y a des hommes de l'affaire iraniens qui portent un costume cravate tous les matins pour aller au travail, ça ne gêne personne. C'est quand même l'Occident. Donc, ça, je trouve que c'est toujours un argument un peu fallacieux, un peu délicat à utiliser. Moi, ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est le fait que ce soit Rima, donc c'est un artiste nigérian qui est considéré comme occidental. C'est merveilleux. Enfin, c'est-à-dire qu'on est la culture, en tout cas la musique afrobeat nigériane est tellement mainstream en ce moment qu'on l'associe à de l'occidental. Je trouve ça incroyable. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs, que cette musique, en fait, cette musique s'est imposée partout. C'est ça. Elle s'est imposée internationalement. Et alors, au passage, comme on parle de musique, là, on est parti de la question très, très grave de la liberté finalement de ces femmes iraniennes, mais tu parles de musique, ça m'intéresse. Alors, ce rythme-là, c'est un rythme effectivement africain, ouest-africain, mais il y a le zouk, il y a une espèce de chaloupement, de chaloupé zouk. Et puis, alors, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier album de Aya Nakamura, ce n'est que du zouk. Ce n'est que du zouk. Alors, elle, c'est l'artiste francophone qui vend le plus d'albums dans le monde, et de titres. Et ce n'est que du zouk. Donc, il y a quand même, effectivement, finalement, notre culture et nos rythmes s'imposent. Est-ce que le zouk s'impose dans la Caraïbe? Pardon? Le métissage s'impose. Le métissage, mais le zouk, enfin des musiques qui viennent, effectivement, pour parler du zouk de la région Caraïbe. Est-ce que les autres pays anglophones dont tu parlais tout à l'heure écoutent du zouk? Pas tellement. Pas tellement. On reste sur des rythmes un peu kassav, donc de l'époque de kassav, des premiers morceaux de kassav, et puis très remasterisés à la sauce soca, dancehall, voilà. Comme tu as bien la soca, ça va bien. Moi, ça va. Non, pas du kassav quand même. Kassav, c'est soca, deux choses différentes. Okay. Donc là, c'est un peu... Non, on n'a pas... Par contre, récemment, justement, sur la soca, ce qu'on a pu constater, mais ça, c'est un peu partout aussi dans le monde, c'est l'influence du compas.
Ça, on le retrouve aussi beaucoup dans les morceaux de zouk récents. Il y a toujours un Oui, il y a toujours un break. De compas, de machin. Et ça, on l'a aussi retrouvé un peu dans la tendance ces 2-3 dernières années au niveau de la Caraïbe anglophone. Donc ça, c'est aussi intéressant, justement, ce métissage, cette circulation des cultures au sein du bassin. OK. Jingle, vous deux femmes, on continue la discussion avec mes invités. Voilà. Elle va nous en parler. On va parler donc de... Elles sont bavardes. Elles sont bavardes pendant le jingle. Mais on va parler du PARM. Wow. Parce que ça fait combien d'années que tu travailles au PARM? Tu es directrice du PARM. Ah ben écoute, depuis 20 ans. Voilà, 20 mars ans. 2003, ça fait 20 ans. Voilà, j'ai effectivement contribué à la préparation de la mise en place de ce projet quelques mois avant. Et donc le PARM, avec sa première équipe, était en place sur le site il y a 20 ans, janvier 2003. Et aujourd'hui, PARM, c'est une structure... c'est un centre de ressources technologiques. Voilà, on dit un pôle au service du développement et de l'innovation des filières. Il est labellisé, en fait, centre de ressources technologiques. C'est un label dédié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parce qu'avec ce label, en fait, reconnaît nos activités de recherche-développement privées, puisque nous sommes une association, loi 1901. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt public? Alors, nous Il y a sommes pas de une capitaux? association loi 1901, bien sûr, sous tutelle, je dirais, de la CTM. Nous sommes un satellite de la CTM. D'accord. Ok. Qui bénéficie effectivement de son fonctionnement et de son soutien, de subventions de fonctionnement et de son soutien de manière générale dans les orientations stratégiques qui sont définies. Donc, centre de ressources. C'est un centre de ressources technologiques. Voilà. Ce label nous permet effectivement d'être reconnus pour nos activités de recherche-développement, mais aussi pour toutes les prestations privées que nous dédions aux entreprises dans un cadre de confidentialité, avec une déontologie assurée qui nous permet de prendre en charge les besoins des entreprises sur différents sujets. Le sujet de leur projet de recherche, développement, innovation, il s'agit effectivement d'optimiser un procédé, de mettre au point un produit, d'adapter un procédé pour le rendre plus performant, pour que les produits soient effectivement de meilleure qualité au niveau des consommateurs. On intervient vraiment sur du conseil, sur la mise en place d'ateliers de fabrication, la définition des investissements. Nous intervenons aussi, bien sûr, sur la qualité des produits. Nous bénéficions au PARM de plusieurs structures, plusieurs laboratoires, qui permettent effectivement de mettre en œuvre des projets. Alors, plateforme d'éco-extraction. Extraction par micro-ondes. Donc, une halle technologique de 250 mètres carrés, un laboratoire d'analyse sensorielle, un laboratoire d'analyse microbiologique et physiochimique. Voilà. Ce que je retiens, enfin, tu connaissais le PARM? Oui, je connais. On en a beaucoup parlé avec Valcaco, parce qu'il y a l'approche. Il y a l'approche, ce que je retiens, tu vas me dire si je suis juste. Il y a l'approche, effectivement, aide aux entreprises, enfin, soutien, pas aide. Soutien aux entreprises. J'arrive, par exemple, je dis, je vais faire quelque chose avec la patate douce. Oui. OK, au hasard. Ou les prunes de citerge, un truc, machin. Donc, je vais venir vous voir. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire des R&D, donc recherche-développement, parce que ça coûte cher. Vous allez tester ça. Et puis, en fait, on fait le lien, en fait, un potentiel, une idée des matières premières qui sont notre biodiversité, n'est-ce pas? Agrologique ou agricole ou je sais pas quoi. Notre production agricole. Notre production. Sur le donc, je sais qu'il y a des projets sur le cacao, des projets sur comment tu appelles ça, le fruit à pain. Sur le fruit à pain. Et puis, on arrive finalement à la possibilité de mise sur le marché. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. C'est ça. On intervient, en fait, vraiment, que ce soit les filières ou les entreprises, à tous les stades, je dirais, du processus de l'innovation. De l'idée, comme tu disais, jusqu'à la mise en marché, en passant par l'étude de faisabilité, la phase de développement, assister effectivement le lancement des productions. Les ingénieurs ou techniciens du PARM peuvent se déplacer au sein des entreprises pour accompagner effectivement cette mise en marché. Et de manière concrète, les filières elles-mêmes bénéficient de notre appui pour mieux caractériser leur production. Par exemple, ce qu'on a fait sur la filière cacao, sur l'émergence effectivement de la relance de cette filière, c'était d'identifier qui produit encore en Martinique en cacao et vers quoi on peut aller en termes de remobilisation de cette filière pour une production d'excellence sur le territoire. Donc le rôle du PARM, par exemple, là, a été d'identifier ces espèces de cacaoyers qui étaient on a beaucoup de diversité sur notre territoire, voilà, de caractériser cette diversité et d'observer effectivement quelle était la qualité de ce cacao qu'on avait en main. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait sur 2 ans, 3 ans et qui a révélé
qu'on a un Pour potentiel Bernabe. exactement de aromatique et qui permet à ce cacao de Martinique de se distinguer. Et il s'est distingué d'ailleurs tout de suite en 2017. On a effectivement, quand je parle de soutien au développement, on a fait émerger avec plusieurs partenaires, mais nous avons effectivement nous sommes beaucoup mobilisés pour faire émerger cette association Valcaco, qui aujourd'hui effectivement, je dirais, donne le la à la filière cacao. Et donc, il y en a d'autres de filières. Alors, bien sûr, alors, je peux prendre l'exemple par exemple de la filière bovine. Il y a eu un beau reportage dessus hier soir. Et cette filière bovine, nous l'accompagnons par exemple depuis déjà près d'une dizaine d'années. J'aime bien les titres. Sur la labellisation de leur viande, voilà. Parce que je suis persuadée que la viande de Brahman, vous la connaissez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, c'est une viande qui représente une petite part de marché au niveau de la Martinique, au niveau de l'offre des consommateurs. Et c'est une viande qui a des caractéristiques très spécifiques. Et nous travaillons effectivement avec la CODEM qui représente cette filière et qui, dans l'objectif effectivement de donner des cadres aux éleveurs, à la CODEM et à toute la chaîne de valeur de production de cette viande sur le marché pour faire en sorte que nous ayons une viande qualifiée et qu'elle mette en valeur ces caractéristiques. Donc il y a aussi donc on a du Valcaco, label Bov, Pamexosex, Exocet. Non, Exoex, j'ai même dit sexe. Donc c'est un dispositif. Pamecoex, c'est un dispositif d'accueil. Éco. Ah mon Dieu, j'ai fait C'est un dispositif en fait d'accueil sous forme d'incubation, de projet d'incubation d'entreprises qui veulent travailler avec des extraits de plantes, qui veulent mettre en marché des huiles essentielles, des hydrolats, des sirops à base de plantes, parce que là on a besoin de maîtriser effectivement les technologies d'extraction. Et on parle d'éco pour qu'elle soit effectivement éco-durable. On est dans le temps où effectivement il n'est pas question d'utiliser de solvants qui polluent l'environnement, il n'est pas question d'utiliser des procédés, je dirais, qui mobilisent trop d'énergie. Enfin, il y a toute cette approche effectivement, d'où le terme éco. On va continuer avec toi, mais je vais donner la parole à Marie-Noëlle, qui va nous parler du BRI, le Bureau des Relations Internationales. Donc tu nous disais... Donc, tu travailles, donc toi, tu es chargé de mission. Avec projet. Tu travailles donc, pour aider à la coopération. Tout à fait. Sur des projets spécifiques ou bien tout au long de l'année, comment ça se passe? Alors, sur le BRI, donc le Bureau des Relations Internationales, donc déjà, on sommes une structure qui travaillons sur les deux pôles. Donc, vous savez, Martinique, donc pôle Martinique, pôle Guadeloupe, et on a des directions, des bureaux qui travaillent en transversal sur les deux pôles. Donc, moi, je suis basée sur le pôle Martinique et je travaille également donc, pour le pôle Guadeloupe. Et donc, l'idée, voilà, c'est qu'on puisse... on a plusieurs missions. Donc, la mission principale, un peu classique, donc ce qu'on retrouve dans toutes les universités, c'est d'accompagner la mobilité des étudiants. Donc, ça veut dire qu'on a des étudiants qui partent faire un semestre d'échange, qui partent en stage. Parce qu'il y a des conventions. Parce qu'il y a des conventions, exactement, avec des conventions bilatérales avec plusieurs universités. Mais là, je parle vraiment surtout en Europe, puisqu'avec le programme Erasmus, on a énormément de mobilité qui se passe vers l'Europe et aussi à provenance d'Europe. Et ça, on en parle un peu moins, mais on a énormément d'étudiants qui viennent à l'Université des Antilles. On a une centaine d'étudiants européens qui viennent chaque année faire un semestre d'échange, donc que ce soit sur le pôle Martinique, sur le pôle Guadeloupe. Donc ça, c'est une de nos premières missions. On travaille aussi donc, sur la question de la mobilité des personnels, puisque ces programmes sont aussi disponibles pour les personnels de l'université, donc que ce soit les enseignants-chercheurs, personnel administratif, personnel technique. Et depuis peu, donc avec ce nouveau souffle qui a été donné à l'Université des Antilles récemment, avec ces nouveaux projets, cette nouvelle stratégie internationale, on cherche donc à élargir notre zone de coopération. Donc avec l'Europe, on sait le faire, c'est très bien. Et là, l'idée, c'est aussi de continuer à renforcer nos liens. Donc d'une part avec la Caraïbe. Donc ça aussi, avec la Caraïbe, on a déjà quelques échanges, des mobilités, etc. Et l'idée, c'est de les renforcer, donc avoir encore plus de pays avec lesquels on a des partenariats. Donc effectivement, on a un partenariat historique très fort avec l'Université des West Indies, donc depuis les années 70. Donc l'Université des West Indies, c'est assez intéressant parce que c'est un peu notre pendant dans la Caraïbe anglophone. Toutes proportions gardées, ils sont bien plus gros que nous. Mais voilà, c'est plusieurs campus, donc Jamaïque, Barbade, Trinidad et Tobago, et depuis peu Antigua et Barbuda également. Donc c'est intéressant parce qu'on se comprend, cette question d'avoir plusieurs pôles, plusieurs campus, et puis ça nous permet aussi d'avoir plus de choix
pour les étudiants, pour plusieurs filières, pour qu'ils puissent partir. Et donc finalement, cette coopération, on sent bien cet intérêt que toi tu avais pu constater effectivement dans la Barbade, mais donc on sent, et puis dans les discours politiques, c'est vraiment oui, il faut coopérer, il faut coopérer. Donc toi tu agis sur ça. C'est ça. Mais ça se fait, j'imagine, sur la base d'une spécialisation. Les gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'on a à offrir, alors, à part le fait de parler français, etc. Mais est-ce qu'on développe ici des filières, des choses très spécifiques qu'un Trinidadien, qu'un Jamaïcain aurait envie d'apprendre? Bon, forcément, ça peut être des choses liées au droit européen ou des choses de machin. Mais est-ce que ça nous oblige à spécifier finalement notre complémentarité? Justement, c'est vraiment ça l'idée de ces échanges, c'est qu'on travaille sur nos complémentarités. Alors, il y a des spécificités, oui. Spécificité dans un cadre commun. On a tous les mêmes défis dans la Caraïbe. Je pense aux sargasses, je pense à la question de la montée des eaux avec le changement climatique, je pense à la question de la transition énergétique, justement aussi dans le cas de changement climatique. La question de l'insularité, les petites économies, les risques naturels. Donc voilà, on a quand même cette panoplie de défis que nous devons tous relever ensemble. Et justement, c'est l'idée qu'on puisse s'entraider sur ces grands défis qui nous sont communs, à justement jouer sur nos complémentarités lors de ces échanges. De fait, au-delà finalement de ces échanges que tu as dit qu'il y avait... Combien d'ailleurs d'étudiants de la Caraïbe viennent ici? Tu parles des Européens, mais... Alors oui, donc sur la Caraïbe, c'est parce qu'en fait, pour le moment, il n'y a pas de dispositif pérenne pour la Caraïbe qui permette aux étudiants de venir et aux étudiants de partir, comme Erasmus. Il y a un projet d'ailleurs. Donc là, on est en train de voir au niveau de l'université ce qu'on peut faire pour utiliser les dispositifs Erasmus pour des mobilités dans la Caraïbe. Mais là, ce qui nous a vraiment permis de pouvoir faire ces mobilités récemment, c'est le projet Élan, donc qui est un projet financé par le programme Interreg Caraïbes, et qui nous a permis, sur l'année de mémoire en 2022-2023, d'accueillir 70 étudiants de la Caraïbe sur nos campus. Donc ça veut dire essentiellement des étudiants de la zone de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Donc en gros, vous savez, c'est l'arc antillais, exactement, l'arc antillais des îles Vierges jusqu'à Trinidad qui n'en fait pas partie, donc jusqu'à Saint-Vincent et Grenadines, donc Sainte-Lucie, Dominique, Grenade, etc. Et puis aussi des étudiants d'Haïti, donc qui ont pu venir sur nos campus. Donc ça, ce sont des efforts qu'on doit tout le temps renouveler. L'enjeu aussi, c'est de ne pas laisser ces efforts retomber comme un soufflet. Et c'est toujours ça qui nous arrive sur des questions de coopération. Je suis sûre que sur ça, on a sûrement les mêmes constats. Parce que attends que je comprenne. Parce que ça dépend aussi de subventions. Ça dépend aussi des financements disponibles. Exactement. Et puis la coopération, c'est aussi beaucoup une affaire de partenaires. C'est essentiellement une affaire de partenaires. C'est une affaire humaine, exactement. Identifier et puis maintenir les relations. C'est pas simplement des institutions ensemble. C'est aussi les êtres humains qui sont derrière. Et donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu. Et les enseignants partent aussi. Exactement, tout à fait. Et on en reçoit aussi. Ça se fait régulièrement, ça? Oui, ça se fait régulièrement. Tout à fait. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, non, je disais qu'en termes d'intervention, on a eu l'occasion dans les années antérieures, mais même récemment, de travailler effectivement sur une coopération avec Haïti, avec l'ambassade de France, qui était notre intermédiaire et qui a effectivement permis un certain nombre de choses pour des provinces de Haïti du Nord. On a travaillé sur le programme alimentaire mondial. Et c'est vrai que là, on voit bien ce qui peut être apporté par la Caraïbe à Haïti. On est intervenu plus récemment avec la Chambre de commerce et d'industrie dans le projet TICA, Interreg, pour accompagner quelques entreprises de Sainte-Lucie et autres de la Dominique aussi, autour de questions effectivement de qualité de production pour faciliter leur pénétration de marché européen. Donc c'est une question effectivement de mise aux normes et d'approche de procédés. Mais là, on voit aussi ce qui peut être apporté, ce qui peut être échangé sur la manière seulement, je dirais justement, de transformer certaines productions que nous avons et qu'ils ont, mais qu'ils n'abordent pas de la même manière. Il y a des complémentarités effectivement à activer et qui pourraient nous permettre ensemble de grandir et d'aller de l'avant. Est-ce que les gens, même si tu es lié par un devoir de confidentialité, mais est-ce que dans tes expériences passées, la Caraïbe est perçue aussi comme un marché potentiel pour ceux qui se lancent dans l'agro-transformation? Bien sûr. Est-ce que tu as peut-être des exemples de coopération, non pas de coopération, d'exportation, de business réussi avec les îles de la Caraïbe sur des innovations? Alors, aucune, je dirais, facilement, parce que concrètement, la barrière, c'est le transport régulier. J'en ai une, effectivement. Je sais qu'il y a un chocolatier qui... Oui, je crois, qui avait effectivement
un business possible, Oui. mais c'est vraiment la régularité et puis l'accessibilité et le fait qu'on n'ait pas effectivement de lien facilité. fait. Mais il y aurait un marché, parce Il y a qu'étant bien donné sûr un la marché. petitesse de notre marché, il y aurait un marché possible à que, entreprendre oui. pour les productions effectivement de Martinique. Parce que c'est un exemple qu'on a déjà donné. Par exemple, les produits de carrière du nord de la Martinique s'exportent. Hein. Bien sûr. Par Oui, parce barge qu'ils ont pas- entière. ils ont Hein. une barge. Mais effectivement, les produits transformés Voilà. qui seraient innovants, qui viendraient de Où notre, il y a de la effectivement, liaison de notre froide industrie ou agro. autre, c'est voilà, ça. c'est plus difficile. Ouais. Il faudrait une organisation Bon, mutualisée. il y a pour la des, Il y voilà, a des choses à il y faire. a des choses, oui, il y a des pistes, il y a des pistes. Alors, en passant, on voudrait dire Il y a des que leviers. le PARM est lauréat du plan Innovation Outre-mer, n'est-ce pas? Alors, tu disais que c'était le réseau du PARM, donc le PIOM pour le projet BioAir. Donc, voilà, donc félicitations. En fait, merci. Oui. C'est en fait le PARM est lauréat parce que le PARM porte un projet de réseau de coopération avec 12 autres partenaires. D'accord. Donc, en fait, c'est ce projet qui est un projet partenarial qui est lauréat parce qu'il a été effectivement sélectionné après toute une phase, effectivement, après la réponse à un appel à projet, dans le cadre, effectivement, de l'attribution de fonds de France 2030. Ce réseau a l'ambition, justement, de faire coopérer 13 partenaires du territoire, mais avec d'autres aussi, autour de la valorisation des bioressources de Martinique, pour faire en sorte qu'on aille plus vite, qu'on arrive à travailler acteurs de la recherche, acteurs du transfert, producteurs, transformateurs, autres acteurs économiques, sur effectivement des réalisations favorables à l'innovation et à la mise en marché de ces innovations pour driver plus d'activités économiques. Donc on est vraiment là sur un projet de réseau qui va démarrer, qui a été effectivement co-construit avec ses partenaires. Et la position du PARM dans ce réseau est que le PARM est le porteur de ce réseau sur le plan et le représentant de ce réseau. Mais c'est un réseau qui a tout son sens parce qu'effectivement, il regroupe des activités qui sont déjà en place, des activités où il y a déjà des relations entre certains partenaires pour aller effectivement créer cette dynamique. Alors, Oui, pardon. oui, ces partenaires, quels sont-ils? Ce sont le CIRAD, par exemple. C'est le CIRAD, par exemple, la Chambre d'agriculture, D'accord. l'établissement de professionnels, le lycée agricole du Robert. Nous avons le pôle de compétitivité de Calitropique. Nous avons l'Institut technique agricole IT2. Qui avons-nous d'autres? Je n'arrive pas à tout avoir. Non, c'est pas... oui. C'est un ensemble de partenaires. Nous avons des entreprises. Nous avons Herboristerie Créole, Ok. Atout Farm, Safor, qui sont des entreprises effectivement du domaine des bioressources. Et l'enjeu, c'est vraiment de mettre toutes ces personnes ensemble pour arriver à acquérir des connaissances nouvelles sur des choses très ciblées. Donc, il y a un projet sur le fruit à pain, Oui. faire émerger une filière fruit à pain, et puis faire émerger une filière autour de 6 plantes aromatiques et médicinales qu'on a choisies ensemble, du fait de leur potentiel important sur le plan de leur développement sur le marché alimentaire, le marché de l'ingrédient cosmétique, le marché de la biostimulation. C'est là que le CIRAD, en particulier, dans ce réseau, apporte son expertise. Et donc, Excuse-moi de t'interrompre là. Est-ce que c'est dans ce projet-là que M. Nossin, parce qu'il y a eu une délibération de la CTM il n'y a pas si longtemps, pour créer une espèce d'organisme précisément sur les plantes médicinales? Alors là, c'est un organisme de recherche qui est en cours, effectivement, de mise en place par la CTM et auquel, effectivement, Emmanuel Nossin contribue. Mais vous êtes partie prenante ou pas? Nous ne sommes pas partie prenante D'accord. de ce projet, nous sommes vraiment, nous, sur de la recherche-développement D'accord. et du développement de projets d'entreprise. D'accord. Et je voudrais qu'on dise un mot, avant de redonner la parole à Marie-Noël, sur le prix de l'agro-innovation du PARM, donc, que vous relancez avec une troisième édition. Donc, vous lancez un appel, en fait, à projet, en réalité, c'est ça? C'est un appel, c'est un concours Un concours, oui. qu'on met en place pour une troisième fois, qui a pour objectif vraiment de pister les innovations remarquables du territoire pour les encourager, les mettre en lumière, les valoriser sur leur marché, parce qu'effectivement, la plupart de ces innovations ne se voient pas des consommateurs. Donc, dans ce concours qu'on remet en place pour la troisième fois, nous avons créé le prix consommateur. Donc, pour la première fois cette année, les consommateurs pourront voter pour le candidat qu'ils préfèrent. Autrement, on a effectivement le processus classique pour un concours. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Mais oui, Mais t'as je vu, suis ravie de savoir qu'il se passe autant de choses au PARM. Franchement, c'est bien. Mais on ne sait pas, c'est pour ça qu'elle C'est vient. ça, mais Et tout à donc, fait. c'est quoi pour toi les projets, ce qui t'occupe Ouais. Là, tu disais que la difficulté, c'est effectivement de trouver des subventions, du financement. J'imagine que ton temps
tu utilises beaucoup de temps à faire ça, à Alors, chercher il du y a une financement pour partie de pour la mon temps, coopération. effectivement, qui... Alors, c'est pas tant les financements, il y a les financements, mais c'est surtout l'ingénierie de projet derrière. Puisque les financements techniques, enfin, généralement, voilà, sont des appels à projets. Avec, selon les différents bailleurs de fonds, il y aura plus ou moins des contraintes précises, C'est qui les etc. financeurs? C'est l'Europe? Essentiellement l'Europe. Essentiellement. Essentiellement Et la l'Europe CTM? via différents dispositifs et évidemment la Interreg CTM, notamment, oui. voilà, qui est un de nos partenaires privilégiés. Et donc l'idée, voilà, c'est aussi de pouvoir, on a des projets, on a plein d'idées, on a plein de choses à C'est pas le plus faire, compliqué. et c'est de voir exactement, c'est pas ça qui manque, c'est de voir, voilà, dans quelle case, moi j'appelle ça, voilà, des cases, voilà, tel projet, on peut peut-être proposer cette ingénierie-là particulière pour répondre aux attentes de tel bailleur, et voilà, parce que les partenaires sont là. Là, par exemple, récemment, je travaillais sur un projet de renforcement des capacités des universités, parce que oui, il faut partir à l'international, mais il faut que nos universités, dans la Grande Caraïbe, soient outillées pour, donc à la fois outillées en termes d'outils numériques qu'on peut utiliser. La gestion de la mobilité, on n'y pense pas. On se dit super, par intermobilité des étudiants, les profs, c'est génial, mais il y a toute une logistique derrière, des aspects administratifs qui sont très lourds. Dont on ne parle pas, par exemple, sur la question des étudiants. Un étudiant, quand il n'est pas en mobilité, donc il faut déjà qu'il y ait une convention bilatérale avec l'université partenaire. Il faut qu'il puisse identifier avec son enseignant délégué quel cours il pourra suivre quand il va partir. Donc il faut que les enseignants des deux universités se mettent d'accord sur une équivalence, en tout cas sur une similarité des cours, la façon dont on compte les notes, puisqu'avec la question des crédits ECTS, voilà, il y a des choses à faire. Et puis après, la logistique, les logements, les visas quand il y en a, etc. Donc il y a vraiment toute une logistique assez lourde à mettre en place, et donc il faut que nos universités soient en capacité de les avoir, de la mettre en place. Donc l'idée de ce projet sur lequel je travaillais, donc avec l'université de Curaçao, avec des universités en République dominicaine et à Trinidad et Tobago, c'était axé sur la question des stages, et c'est là où on se rejoint un peu sur l'analyse du déclic, de pouvoir créer ces opportunités pour que les jeunes puissent avoir ce déclic. Et donc, on s'est dit, une de ces opportunités, justement, on sait qu'il y a un lien très fort entre l'internationalisation et la professionnalisation. Donc, nos jeunes peuvent partir en stage une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois à Barbade, en République dominicaine, etc. On sait qu'ils vont revenir plus fort, non seulement sur l'aspect linguistique, sur les aspects interculturels et puis sur l'ouverture au monde d'une manière générale. Ils ont découvert aussi notre culture d'entreprise. Ça, on n'en parle pas aussi assez. Sur le fait que voilà, les cultures sont très différentes. Les modes de travailler. Les modes de travailler, exactement, sont très différents d'un espace à l'autre. Donc l'idée, c'était de pouvoir travailler ensemble sur justement identifier cette question des stages. Comment est-ce qu'on peut utiliser les stages ensemble pour que nos étudiants puissent partir en stage à Curaçao, qu'on puisse recevoir des stagiaires de République dominicaine, etc., et qu'on puisse être outillés, qu'on sache exactement quelles sont les méthodes, quels sont les moyens de mettre ces mobilités en place, par quel financement, etc. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, par exemple, et qui, justement, a pour objectif d'être structurant. C'est aussi ce qu'on recherche. Mais du coup quand tu parles de stage, donc vous avez un réseau d'entreprises qui sont plutôt favorables à accueillir des gens qui ne seraient pas forcément... Justement, ça, c'est un travail. Ça, c'est un vrai enjeu, ça. Exactement. Il faut les envoyer voir les gens du parc, et toutes les entreprises. C'est bien noté. Et toutes les entreprises. Oui, on travaille aussi de manière étroite avec les chambres de commerce. Ben oui, donc voilà. Et, oui, non, avec c'est bien noté. Marie-Noël Cataillé. Exactement. Marie-Noël C. Oui. non, toi, c'est B, on l'a déjà reçu déjà. Exactement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Ok. Peut-être qu'on peut donner nos numéros de téléphone, non? Si on est intéressé ou pas, on va sur le site. Vous envoyez sur le site, donc c'est bri.univ-anti.fr. Ok. Donc il y a toutes ces informations. Et le PARM, donc je dis ça parce qu'on est à 5 minutes et moi j'ai une question rituelle. Parce qu'on malheureusement, on a fini de parler du PARM et du BRI, mais il y a le mot de la fin, vous pourrez dire les choses essentielles, vite fait. Qu'est-ce que je voulais? Oui, donc le PARM aussi, vous avez un site bien fait, avec les différentes actions, les différents objectifs, il faut y aller. Et puis, il y a aussi le prix de l'agro-innovation. Le prix de l'agro-innovation. Et on est à leur disposition tout le temps. Tout le temps. Donc, tout de go comme ça, sans transition, comme une lettre à la poste. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué? L'homme que vous voulez, à qui vous voulez rendre hommage? Ah, il allé. Tu t'es pas attendu à ça, mais c'est ça. Moi, c'est là que je m'amuse. C'est le moment là que je m'amuse. L'homme qui m'a le plus marqué. Alors, celui dont tu veux parler. Celui dont je veux parler. Oh
Voilà. J'ai quelques noms en tête, beaucoup de femmes en tête, je dois dire. Je Un m'y homme attendais pas. célèbre, alors. Ah, mais j'ai Un entendu, homme. hein, j'ai entendu. homme célèbre. Oui. On aime les messieurs, hein, faut Oui, pas, voilà, non, on est et on bien parle des d'accord. messieurs. nous, On hein. est bien Alors, d'accord. Un homme que j'ai eu la chance de rencontrer très récemment, c'est Dr Didakos Jules, qui est directeur général de l'OCS, justement, D'accord. de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et c'est un homme qui est extraordinaire dans son rôle. Forcément, Parce qu'il ça on parle de la intègre, coopération, parce qu'il donc ça me intègre, oui. parle. Et là, Oui. c'est vraiment, il est à la tête de l'OCS, donc qui est quand même un des ensembles géographiques les mieux intégrés. Ça fonctionne très bien, l'OCS. Ils ont une monnaie commune. Ça te fait rêver, ça. Oui. Donc comment on fait alors? Toi, tu voudrais qu'on soit... Oui, qu'on on est soit- dans oui, l'OCS. on est, mais qu'on soit beaucoup plus... Qu'on soit plus Comment alors? impliqué. Elle a parlé tout à l'heure des transports. Qu'est-ce qu'il faudrait, Oui. là? Ah, Avec ta baguette transport. magique. Avec ma baguette Oui, magique. quelles sont les 2 choses que tu changerais pour que ça, qu'on soit dans l'élan? Mais voilà, transport, visa. Transport, visa. Ouais. Visa, c'est une vraie question. C'est une vraie Ouais, mais question. donc c'est la France, c'est eux, c'est qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est des conversations, négociations à faire en multilatéral et qu'on puisse tous se mettre d'accord. Moi, je peux aller à Sainte-Lucie comme chez moi. Sainte-Lucie ne vient pas à Martinique comme chez lui. Donc, ne serait-ce que ça, forcément, ça nous freine. Donc, non, pour moi, ça, c'est sur les grands points. Dans l'OACS, dans la CARICOM, on voyage avec son passeport CARICOM. On n'a pas besoin d'avoir un visa, sauf si c'est de très longue période. Mais voilà. Dis-nous le nom du... Donc, le monsieur, c'est Dr Didakos Jules. Didakos, oui, il a un prénom assez particulier. Didakos Jules. Tout à fait. Jules. Jules. Oh, Jules. Jules. Sorry. Jules. Okay. Désolée. Oh, excuse me. OK. Voilà. Jules, OK. L'homme, tu as eu le temps de réfléchir, Katia. Oui. J'avoue que la seule chose, quand on me pose une question comme ça, enfin là, vraiment, j'y réfléchis peu, mais je pense à Nelson Mandela. Oui. Voilà, qui effectivement, Nelson Mandela, Ah, que Nelson je n'ai pas Mandela. rencontré. Oui. Voilà, je n'ai pas eu cette chance. Mais, en Oui. tout cas, voilà, Mais pourquoi? Tu sais que c'est nous, il c'est- est number c'est- one. voilà, Sur notre, mais ça, dans c'est notre- ça, sur notre mais c'est podium, il y a normal. Nelson Donc, c'est Mandela, il y a quelconque. Césaire. D'accord. Mais il est, à mon avis, on va C'est regarder vrai les 90 émissions que nous c'est avons vrai, faites. et vous allez en trouver Et puis, plusieurs. nous, on va trouver plusieurs fois Mandela. Ouais. Donc Mandela, pourquoi? Qu'est-ce La qui paix, t'inspire? je paix. dirais le courage, en tout cas, et ce qu'il a amené effectivement à son peuple en termes de transformation et ce qu'il a été capable effectivement d'endurer. Voilà. Moi, je trouve que c'est une image emblématique de la force humaine, de la capacité effectivement à pouvoir faire. Et j'aimerais effectivement que cette image puisse être plus présente à soi quand on est en difficulté, C'est dans clair. des combats. Cette On ne force. sait pas comment faire parce que cette force, on en a besoin et puis Oui. qu'on en aura encore besoin vraisemblablement dans Et les cette années qui cette viennent. humanité. Cette humanité. Voilà, cette humanité, voilà, notre société a besoin d'humanité. Je crois que c'est en tout cas Ça, ce c'est dont sûr. on a besoin. Ah oui. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Ah oui, oui, oui. Pour Et savoir c'est certainement pour ça que je suis touchée par cet homme et par tous ceux qui amènent cette humanité. Donc, bien sûr. Mais vous êtes enthousiaste. Mais c'est parce que Césaire. Elle a qui c'est ah oui. On travaille sur une période un peu de crise. un quoi, peu de clairement. crise aussi, clairement. Est-ce que dans cette crise, tu gardes de l'enthousiasme, Marie-Noël? Tu es jeune, ou alors est-ce que des fois, tu te dis waouh? Alors, des fois, je me dis, le vendredi soir en particulier, après la semaine, le reste du temps, ça va. Le reste du temps, non, je garde de l'enthousiasme. Puis je vois que les choses commencent aussi à reprendre, plus ou moins à la normale. Et puis, je pense qu'on a aussi un peu plus cette conscience que ce qu'on appelle la normale peut s'effriter à n'importe quel moment. Et donc, il faut pouvoir mettre les choses en place C'est pour ça. s'adapter. Tout à fait. Fragile. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin, le dernier mot de l'émission. Elles auraient dû regarder, tant pis pour elles. Moi, j'aime bien quand elles n'ont pas regardé l'émission. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas la télé et c'est très bien. Bon, on est Non, sur c'est pas que Internet j'ai- quand même. non, On est c'est quand pas même sur que j'ai- Internet. Non, j'ai moi, pas j'ai pris pas. le temps. Le mot de Tu as la regardé forme, le mot de la forme. Katia, Excuse-moi. qui est dissipée, Katia, le mot de la forme, le mot de la fin. Ce que tu voudrais dire, là, que tu veux absolument dire avant de finir. Sur quoi? Quoi? Non, si Que tu n'as rien à dire, tu que peux dire bye bye. Voilà, mais non, ce que j'ai à dire, c'est que je remercie en tout cas d'être là et Oui. puis que moi, nous, pour le PARM, en tout cas, nous sommes vraiment au service. Moi, personnellement, je souhaite que le PARM progresse dans le service, effectivement, dans les services en tout cas, qu'il offre à ses filières et à ses entreprises dans les 20 années encore à venir, au-delà des 20 ans que nous venons de parcourir. Nous avons une équipe encore enthousiaste pour pouvoir accompagner effectivement cette dynamique qui est bien là sur le territoire. C'est un secteur Et on sent que c'est très un dynamique secteur qu'on vraiment en accompagne. jeu, Tout à fait. l'agroalimentaire, Voilà, tout nos à fait, ressources, notre alimentaire. biodiversité, notre endémisme, etc. voilà. Donc à mon avis, je C'est pense le que le nous. PARM est là pendant un moment. Voilà, Ah, non, sûr. mais avec enthousiasme en Oui, tout cas, et puis humanité.
Très bien. Très bien. Le mot de la forme, ce serait quoi, Marie? Le mot de la forme, j'ai envie de reprendre, je ne suis pas corporate, hein, mais je trouve que j'aime beaucoup cette phrase-là qu'on utilise au BRI, c'est oser la mobilité. Je pense qu'il faut mais tu peux être corporate. oser la mobilité. Oser la mobilité. Osons la mobilité dans la Caraïbe. Je pense que c'est important de partir à la rencontre de l'autre. Et ça nous permet donc, à la fois donc, de partir à la rencontre de l'autre et de se rencontrer soi-même. Généralement, voilà, les expériences, quand nos étudiants reviennent, ils sont changés, ils sont transformés. Ouais, je pense qu'il faut oser. Il y a encore des craintes. Il y a encore de la fébrilité à partir parfois, et donc je pense qu'il faut partir, revenir. Hein. Il y a un sujet sur les langues aussi, voilà, on n'a pas beaucoup parlé du sujet sur les langues, mais oui, exactement. Toi, tu parles anglais, espagnol, créole, anglais, français. Français, créole, un peu d'espagnol. Un peu d'espagnol, oui. Mais il faut qu'on accélère ça aussi. Exactement. C'est important. Et puis justement, mais ça permet de le faire. Ok. Voilà. En tout cas, merci d'être venue, mesdames. Merci à toi pour l'invitation. Katia et Adi Rochefort. Merci, on a passé un bon moment. Ça passait vite, hein? Oui, ça passait très vite. Bon, comme d'habitude. Il y avait plein de choses à dire. Merci. Le PARM et le BRI, on n'a pas fini, mais en tout cas, je pense qu'on a donné des idées, puis on a fait connaître vos organismes, et puis vous surtout, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de Forme sur Zitata. On se retrouve le mardi à 20h05 et puis en rediffusion. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.